Trahie par celui qu'elle aimait, sa vie a viré au cauchemar lorsqu'elle a découvert que sa petite amie attendait un enfant de sa meilleure amie. À l'hôpital, un test ADN a révélé un secret dévastateur qui allait changer leur vie à jamais. Une histoire de trahison, de découverte et de rédemption qui va bouleverser vos émotions. Préparez-vous. Ce voyage touchera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez d'où vous regardez. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Le ciel de la région lyonnaise était clair, sans aucun nuage pour annoncer la tempête qui se préparait dans ma vie. Moi, Sophie Dubois, 35 ans, décoratrice d'intérieur respectée dans notre petite ville de Saint-Martin-du-Lac, était sur le point de découvrir que 5 ans de relation se résumaient à un mensonge bien agencé. Ironique pour quelqu'un qui gagne sa vie en décorant des intérieurs, n'est-ce pas? J'ai trouvé les messages par hasard. Marc avait oublié son téléphone sur la table basse du salon pendant qu'il prenait sa douche. Cette notification clignotante semblait se moquer de moi. Il faut qu'on parle du bébé. C'était Hélène, ma meilleure amie depuis que nous étions 2 petites filles à tresse, partageant leur goûter à la récréation. Hélène, qui m'a serré la main à l'enterrement de ma mère. Hélène, que je considérais plus comme une sœur qu'une amie. Je ne saurais dire ce qui m'a fait le plus mal, la trahison de Marc ou le coup de poignard dans le dos d'Hélène. À ce moment-là, j'ai senti comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je me suis assise sur le canapé que j'avais moi-même restauré, celui en velours vert que nous avions acheté ensemble à la brocante, et j'ai attendu. Les larmes ne venaient pas. À leur place, un vide glacial s'est installé dans ma poitrine. Quand Marc est sorti de la douche, il m'a trouvée toujours assise, son téléphone à la main, le message ouvert comme une plaie exposée. « Sophie, je peux t'expliquer », a-t-il balbutié, le visage blême. « Expliquer quoi, Marc? Que tu as mis ma meilleure amie enceinte ?» Ma voix était si froide que je ne l'ai même pas reconnue. Depuis combien de temps? C'était juste une fois, Sophie. On s'était disputé, tu te souviens? Cette semaine où tu étais allée à Lyon. Et Hélène, elle était là, bien commodément pour te consoler, n'est-ce pas? L'acidité dans ma voix aurait pu corroder le métal. Il a appelé Hélène devant moi. En moins d'une demi-heure, elle était dans notre salon, ce même salon que j'avais décoré avec tant de soin, chaque pièce choisie pour construire notre foyer. Hélène pleurait à chaudes larmes, le visage gonflé, la main sur son ventre encore plat où grandissait la preuve de la trahison. C'était une erreur, Sophie. J'étais ivre, il était triste. C'est arrivé. Elle sanglotait, tandis que je l'observais avec une distance qui aurait effrayé quiconque me connaissait bien. Fascinant comme l'alcool est toujours l'excuse du manque de caractère, ai-je répondu, avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Et félicitations pour le bébé. J'espère que ça en valait la peine. Cette même nuit, j'ai fait mes valises. Pas beaucoup, juste assez pour les prochains jours. Le reste, je le récupérerai plus tard. Je suis allée à la chambre d'hôte de Madame Inès, une dame sage qui m'a accueillie sans poser de questions, se contentant de poser une assiette de soupe fumante devant moi et un verre de liqueur de cassis. « Le temps guérit tout, ma fille », a-t-elle dit, tandis que je fixais la soupe sans pouvoir avaler une seule bouchée. « Je ne sais pas s'il existe assez de secondes dans le monde pour guérir ça, Madame Inès, » ai-je répondu, sentant enfin les larmes venir. Elles n'étaient pas rares. Ce fut un déluge qui a lavé mon âme pendant des semaines entières. Au cours des mois qui ont suivi, je me suis transformée en une version méconnaissable de moi-même. La Sophie que tout le monde connaissait, toujours prête à pardonner, toujours disposée à voir le meilleur chez les gens, était morte cette nuit-là. À sa place, est née une femme prudente, qui voyait des arrière-pensées dans chaque sourire, qui se méfiait de chaque geste de bonté. Notre ville, avec ses un peu plus de 10 000 habitants, a vite été en ébullition avec les rumeurs. Tu as entendu parler de Sophie? Son fiancé a mis sa meilleure amie enceinte. Les chuchotements me suivaient, comme des ombres au marché du dimanche, aux messes, aux réunions de quartier. Saint-Martin-du-Lac a toujours été comme ça, un endroit où les nouvelles volent plus vite que le vent qui agite les platanes sur la place centrale. Je sentais les regards pendant que je choisissais des tomates au marché, ou quand j'entrais à la pharmacie de Monsieur Gérard. Les conversations cessaient un instant, suivies de ce silence gênant qui en dit plus que 1000 mots. Les mêmes dames qui m'avaient auparavant complimenté pour mon bon parti me lançaient maintenant des regards de pitié, mêlés à cette curiosité morbide de ceux qui se nourrissent du malheur des autres. La broderie des après-midi du jeudi, qui n'était auparavant qu'un passe-temps, s'est transformée en une séance d'analyse de ma vie personnelle.
Pauvre Sophie, disait-elle, comme si je n'avais pas d'oreille pour entendre ou de dignité pour me défendre. C'est dommage que tu n'aies pas su garder ton homme, ma chère, a dit Madame Claudine à la sortie de la messe, avec cette fausse solidarité qui dissimulait mal le plaisir de me voir échouer. Les hommes sont comme ça, si on ne plaît pas à la maison. Et vous avez tellement plu au vôtre qu'il a dû fonder une autre famille dans la ville voisine, n'est-ce ? Pas, Madame Claudine, ai-je répondu, avec un sourire doux et venimeux. Son visage s'est transformé en un masque de stupeur. Ce secret, que tout le monde connaissait mais que personne ne mentionnait, exposé ainsi à la sortie de l'église, fut ma petite vengeance. Personnelle. Ce n'est pas ainsi que ma mère m'avait élevée, mais elle ne m'a pas non plus appris à accepter le manque de respect. Sophie, disait-elle en me peignant les cheveux avant de dormir, une femme peut tout perdre, sauf sa dignité. C'est en pensant à elle que j'ai décidé de me relever. Pas pour Marc, pas pour Hélène, ni même pour toute la ville qui espérait me voir à genoux, mais pour moi-même et pour la mémoire de cette femme forte qui m'a élevée seule, après que mon père nous a abandonnés pour une autre famille. Je me souviens d'elle, avec ses mains calleuses à force de repasser pour les autres, fredonnant, en préparant notre petit déjeuner. « Une femme, c'est comme le bambou, Sophie, » disait-elle en cassant des œufs dans la poêle. « Ça peut plier jusqu'à presque toucher le sol, mais ça ne casse pas. Et quand ça se relève, c'est plus fort. » Maman n'était pas du genre à faire de grands discours, mais ses paroles simples portaient la sagesse de quelqu'un qui avait connu la douleur et appris à la transformer en force. Elle est morte il y a 5 ans, d'un cancer qui l'a consumée en quelques mois. Jusqu'à la fin, elle a gardé cette dignité silencieuse qui l'a toujours caractérisée. Sur son lit d'hôpital, elle m'a pris la main et m'a dit « Ne pleure pas pour moi, ma fille. Pleure de rage, si tu en as besoin. Pleure de manque, quand. Ça fait mal. Mais après, essuie ton visage et avance. La vie n'attend personne. » Ce fut la dernière leçon qu'elle m'a donnée. Une leçon que je commençais seulement à comprendre vraiment maintenant. Je me suis plongée dans le travail. Mon petit atelier de décoration, autrefois un complément au revenu familial que nous avions prévu de construire ensemble, est devenu mon refuge et ma forteresse. Chaque intérieur que je décorais était une petite victoire, une preuve que je pouvais encore créer de la beauté malgré le chaos dans ma vie personnelle. C'est au 4e mois après la découverte, alors que le ventre d'Hélène commençait déjà à s'arrondir et que les regards dans la ville devenaient insupportables, que j'ai reçu l'appel de Madame Thérèse, sa mère. « Hélène est à l'hôpital, Sophie. Complication de grossesse. » Sa voix tremblait. « Elle demande après toi. »« Pourquoi irais-je la voir, Madame Thérèse ? Pour être humiliée à nouveau ? Marc l'a abandonnée, Sophie. Il a disparu il y a 2 semaines. Il ne répond plus aux appels. Il a bloqué tout le monde. Hélène est seule et risque de perdre le bébé. Quelque chose en moi, cette Sophie que j'essayais d'étouffer, peut-être, a bougé. Ce n'était pas pour le bébé, certainement pas pour Hélène, et certainement pas pour Marc. C'était pour moi-même, pour prouver que je pouvais encore être meilleure que tous ensemble. À l'hôpital, j'ai trouvé Hélène pâle, branchée à des moniteurs qui bipaient rythmiquement. Ses yeux, gonflés à force de pleurer, se sont illuminés en me voyant, une étincelle d'espoir que j'ai presque détestée. « Tu es venue » a-t-elle murmuré, tendant une main que je n'ai pas prise. « Ne confonds pas la compassion avec le pardon, Hélène. » ai-je répondu en gardant mes distances. « Où est Marc ? » Il a disparu, a-t-elle sangloté. Il a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé, qu'il doutait même que ce soit le sien. Comment ça ? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Il a dit qu'il avait fait les comptes et que ça ne collait pas, que je pouvais mentir. Elle pleurait plus intensément maintenant. Un rire amer s'est échappé de mes lèvres. Tiens donc, le traître qui se méfie de la trahison. Quelle ironie. Sophie, je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai peur. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas la femme qui avait détruit ma vie, mais une fille effrayée. La même fille qui m'avait tenu la main quand ma mère était partie. Pendant un instant, j'ai presque flanché. Je vais appeler l'infirmière pour toi, ai-je dit en gardant ma voix ferme. Et je vais appeler ta mère. Elle est inquiète. Les jours suivants, j'ai rendu visite à Hélène à l'hôpital. Non pas par pardon ou réconciliation, mais parce que j'ai décidé que je ne laisserais pas la haine me consumer. C'était un exercice quotidien d'autoconservation. C'est
lors d'une de ses visites que le docteur Dubois, le médecin qui suivait la grossesse, a suggéré un test ADN prénatal. Compte tenu des complications et de certains facteurs de risque, ce serait prudent, a-t-il expliqué. Hélène a immédiatement accepté, peut-être pour prouver sa version de l'histoire, peut-être par véritable inquiétude pour le bébé. Le résultat est arrivé 2 semaines plus tard. J'étais là quand le médecin est entré dans la chambre, l'enveloppe à la main. Le test indique que M. Marc Lefebvre n'est pas le père biologique de l'enfant, a-t-il annoncé, avec le professionnalisme clinique de quelqu'un qui a déjà annoncé de pires nouvelles. Le silence qui a suivi était assourdissant. Hélène semblait en état de choc, mais pas surprise. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, elle le savait. Ou du moins, elle s'en doutait. « Qui est le père, Hélène ?» ai-je demandé, sentant un calme étrange, presque surnaturel. « Je n'en suis pas sûre, » a-t-elle bafouillé. « Il y a eu quelqu'un d'autre, avant Marc, ou après, je ne sais plus. Tu ne sais pas, ou tu ne veux pas le dire ?» La froideur de ma voix contrastait avec la chaleur de la colère qui commençait à monter. « C'est compliqué, Sophie, » a-t-elle pleuré. « Compliqué, c'est ce que tu as fait de ma vie, Hélène. Un homme qui ne m'aimait pas, et une amie qui n'a jamais été une amie. Ça, c'est compliqué. » Je suis sortie de l'hôpital ce jour-là, avec l'étrange sensation d'avoir été libérée. L'homme qui m'avait trahi n'était même pas le père de l'enfant de mon ex-meilleur ami. Il y avait quelque chose de tellement absurde dans cette situation que j'ai failli rire au milieu de la rue. Les semaines suivantes ont apporté une nouvelle routine. Hélène est sortie de l'hôpital, et moi, étonnamment, je suis restée dans les parages. Pas comme une amie, mais comme une sorte de gardienne distante. C'est pendant cette période que j'ai commencé à l'aider à organiser la chambre du bébé. Pas pour elle, me disais-je, mais pour l'enfant innocent qui n'avait rien demandé et qui était né au milieu de ce chaos. C'est en rangeant de vieilles boîtes dans son appartement que j'ai trouvé le journal. Un simple cahier à couverture rigide verte, caché entre des livres scolaires. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je le savais. Mais quelque chose, appelez ça intuition, destin, ou simple curiosité humaine, m'a fait tourner la première page. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang, des pages et des pages dédiées à Marc. Pas seulement récemment, mais pendant des années. Des années où elle me souriait tout en convoitait mon petit ami. Des années où chaque conseil donné, chaque conversation sur nos difficultés, était soigneusement notée comme une information précieuse pour son plan de nous séparer. Aujourd'hui, Sophie a mentionné qu'il s'était disputé à cause de sa jalousie. Je lui ai suggéré de lui laisser plus d'espace. Plus ils seront éloignés, plus j'aurai de chance. J'ai convaincu Sophie de faire ce voyage à Lyon seule. Marc était dévasté, c'est ma chance. Chaque entrée était un nouveau coup. Son obsession pour lui était documentée avec une froideur calculatrice que je n'aurais jamais imaginé exister chez celle que j'avais appelée ma sœur toute ma vie. Je l'ai confrontée, bien sûr. Le lendemain, je suis retournée dans son appartement, le journal vert rangé dans mon sac comme une arme chargée. L'air de l'après-midi d'hiver lyonnais était humide, chargé de cette fine brume qui semble envelopper tout dans un voile de mélancolie. Parfait pour ce qui allait se passer. Hélène m'a accueillie avec un sourire prudent, ce genre d'expression qu'on donne à un chat sauvage qui peut ou non vous griffer le visage. Je l'ai observé se déplacer dans la petite cuisine, préparant une tisane à la camomille comme autrefois. Les mêmes gestes, la même Hélène qu'avant. Mais maintenant, je voyais à travers elle, comme si sa peau était devenue transparente, révélant tous les secrets, les mensonges et l'envie qui palpitait sous la surface. J'ai attendu qu'elle mette la bouilloire sur le feu. J'ai attendu qu'elle prenne les tasses en porcelaine, celles que nous avions gagnées ensemble à un loto de bienfaisance de l'église, quand nous avions 16 ans. J'ai attendu que l'eau bouille, sifflant comme ma colère contenue. Et puis, sans prévenir, j'ai sorti le journal de mon sac et je l'ai jeté sur la table de la cuisine. Le bruit sec du cahier sur le bois a résonné comme un coup de feu dans la petite pièce. « Depuis combien de temps tu planifies ça, Hélène ?» Elle n'a pas nié. Elle n'a pas essayé de justifier. Elle s'est juste assise, les mains tremblant, légèrement. « Depuis toujours ?» a-t-elle répondu, avec une honnêteté qui en était presque cruelle. « Depuis le premier jour où tu l'as présenté comme ton petit ami. Pourquoi ?» La question m'a échappé comme un murmure douloureux. « Parce que tu as toujours tout eu, Sophie. La mère aimante, la belle maison, le talent, la beauté. Même quand ta mère est morte, tu as reçu toute l'affection de la ville. Et moi ?
J'ai toujours été la fille de la couturière, l'amie de Sophie. » Elle a ri, un son vide et triste. Et puis Marc est apparu, ne regardant que « Toi, comme tout le monde le fait toujours. Je voulais qu'une fois, quelque chose soit à moi en premier. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère, ni même de la peine. C'était de la pitié. Une pitié profonde et sincère pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à se sentir une ombre. Il n'est même pas le père de ton enfant, Hélène. »« Je sais, » a-t-elle répondu, les yeux fixés sur sa tasse de thé. C'était Paul. Paul. Le nom est tombé comme une bombe. Paul Garnier, notre camarade de classe qui était récemment revenu en ville après des années passées à l'étranger. Le même Paul qui avait brièvement fréquenté Hélène avant de partir. Comme dans un mauvais scénario de feuilleton télévisé, le destin a voulu que nous rencontrions Paul lors de la traditionnelle fête de quartier. Il était là, aidant à monter le feu de joie, quand il nous a vus. Son regard s'est immédiatement fixé sur le ventre d'Hélène, maintenant visible sous sa robe à fleurs. « Hélène, tu es... » Il a laissé la question en suspens. « Enceinte. »« Oui, de toi. » Sa franchise m'a surprise. Ses yeux se sont écarquillés, passant de l'une à l'autre, confus. « De moi ? Comment... » « Nous n'avons été ensemble qu'une fois, quand je suis revenue. Une fois suffit, » a-t-elle répondu, avec un calme qui ne correspondait pas à la situation. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que je voulais que ce soit... » « Celui de Marc, » a-t-elle répondu. Puis elle m'a regardée. « Parce que je voulais avoir quelque chose de la vie de Sophie. » Paul a exigé un test ADN officiel, bien sûr. Mais il a également déclaré que si l'enfant était vraiment le sien, il assumerait toutes ses responsabilités. C'était plus que ce que Marc avait fait. Pendant que ce nouveau chapitre se déroulait, ma propre vie commençait à prendre une tournure inattendue. Les nuits de décembre dans la région lyonnaise sont spéciales, vous savez. L'air froid et pur, le ciel étoilé comme une cape de diamant au-dessus de notre petite ville, les lumières de Noël décorant les fenêtres des maisons. C'est dans ce décor, pendant les neuvaines précédant Noël à la petite chapelle Saint-Benoît, que je l'ai revu. Antoine Perrin était assis 3 bancs devant moi, ses cheveux maintenant poivre et sel aux tempes, mais le même profil fort, qui me faisait soupirer à 15 ans. Notre idylle adolescente n'avait duré qu'un été. Ce genre d'amour juvénile intense et pur, interrompu lorsque sa famille avait déménagé à Lyon. 20 ans plus tard, il était là, chantant les mêmes chants de Noël avec cette voix grave que je reconnaîtrais encore n'importe où. Après la neuvaine, nous nous sommes retrouvés sur le parvis de l'église. Il a souri en me voyant, et j'ai senti quelque chose d'étrange se produire dans ma poitrine, comme si un nœud que je ne savais même pas exister commençait lentement à se défaire. « Sophie », a-t-il dit, et mon nom a sonné différemment dans sa voix. Que le temps passe. J'avais appris, par les commérages inévitables de la ville, qu'il avait récemment divorcé et était revenu en ville pour s'occuper de ses parents âgés, son père Antoine et sa mère Claire, qui vivaient toujours dans la même maison, jaune de la rue des Acacias. Nous avons commencé à parler après les messes, initialement de banalité. Le froid qui était arrivé tôt cette année, la rénovation de la place centrale, le prix du café qui ne cessait d'augmenter. Peu à peu, les conversations sont devenues plus profondes, et nous nous sommes retrouvés à parler de nos vies, de nos rêves abandonnés, de nos cicatrices. « Tu es toujours aussi belle quand tu souris, Sophie », m'a-t-il dit un soir en me raccompagnant chez moi. Plus rare, mais encore plus belle. « Je suis brisée, Antoine », ai-je répondu, avec une honnêteté que je ne pouvais offrir que parce que je n'avais plus rien à perdre. Je ne fais plus confiance à personne. « Tu n'as pas besoin », a-t-il répondu, me surprenant. « Tu n'as qu'à te faire confiance à toi-même. Le reste, on le construit petit à petit. » Antoine n'a jamais essayé de précipiter les choses. Il n'a jamais exigé de confiance ou de promesses. Il était juste là, constant comme les montagnes qui entouraient notre petite ville. Le bébé d'Hélène est né par une nuit pluvieuse, de janvier. J'étais à ses côtés à l'hôpital, non pas par obligation ou par pardon, mais par un choix conscient d'être meilleur que la haine qui m'avait presque consumée. C'est pendant l'accouchement que l'inattendu s'est produit. Le sein, bébé, une fille qu'Hélène a décidé d'appeler Marie, est née avec des complications respiratoires et a eu besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Son groupe sanguin, rare, a rendu difficile la recherche de donneurs compatibles. Lorsque les médecins ont effectué les tests de compatibilité, ils ont découvert quelque chose d'inhabituel.
J'étais une donneuse parfaite, avec une compatibilité rarement observée en dehors des liens de parenté proches. « C'est comme si vous étiez sœur », a commenté l'infirmière, sans connaître le poids de ces mots. « Sœur ». Le mot a résonné dans mon esprit pendant des jours. Serait-ce possible ? Les histoires sur mon père, qui avait abandonné ma mère quand j'étais petite, avaient toujours été nébuleuses. Je savais seulement qu'il était parti fonder une autre famille quelque part. 3 mois après la naissance de Marie, Marc est retourné en ville. Je l'ai appris par Antoine, qui l'avait vu au café du coin. J'ai décidé de le confronter, non pas pour Hélène ou pour le bébé, mais pour moi-même. J'avais besoin de clore ce chapitre pour aller de l'avant. Je l'ai trouvé sur la place, centrale, assis sur un banc, paraissant plus petit et plus vieux que dans mes souvenirs. « Tu es revenu », ai-je dit en m'asseyant à côté de lui, en gardant une distance de sécurité. « Je suis revenu », a-t-il répondu sans me regarder dans les yeux. J'ai appris que l'enfant n'était pas le mien. « Et ça t'a fait te sentir mieux d'avoir trompé ta fiancée avec sa meilleure amie ?» ai-je demandé, avec un calme qui m'a surprise. Il a finalement levé les yeux sur moi, les yeux rouges et fatigués. « Rien ne me fait me sentir mieux, Sophie. J'ai tout gâché. Avec toi, avec ma vie. Pourquoi, Marc ? Vraiment, pourquoi ? Parce que je suis un lâche, a-t-il répondu, avec une honnêteté qui en était douloureuse. Parce que je ne t'ai jamais mérité. Et, au fond, je l'ai toujours su. Ce n'est pas une réponse. Il a soupiré profondément. La vérité ? J'ai toujours été amoureux de ta sœur, Sophie, de Julie, avant même de te connaître. Ma sœur cadette, Julie, 10 ans de moins que moi, encore étudiante à Lyon. La douce Julie, que j'avais pratiquement élevée après la mort de notre mère. Quoi ? La révélation m'a frappée comme un coup de poing. On se voyait ? Parfois, quand elle venait en visite. Il ne s'est jamais rien passé de physique, je te jure. Mais les sentiments étaient là. Quand Hélène s'est rapprochée de moi cette nuit-là, j'étais ivre et je venais de me disputer avec Julie au téléphone. Elle a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, que ça te faisait trop de mal. Chaque mot était un nouveau. Coup de couteau. Mon fiancé et ma sœur. Mon fiancé et ma meilleure amie. Chaque pilier de ma vie s'effondrant en séquence. Sors de ma vue, ai-je dit en me levant. Et de ma ville. Si j'apprends que tu as revu Julie, je ne le ferai pas, a-t-il assuré, paraissant sincèrement désolé. Je suis juste venu chercher quelques affaires chez ma mère et je partirai pour Paris. Tu ne me reverras plus, Sophie. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en me sentant étrangement légère, comme si le dernier nœud qui me retenait au passé avait été dénoué. J'ai appelé Julie ce soir-là. Notre conversation a été douloureuse, pleine de larmes et de confessions. Elle a admis avoir développé des sentiments pour Marc, mais a juré qu'il n'y avait jamais eu rien de plus que des conversations et des regards. Je l'ai cru parce que j'avais besoin de croire en quelqu'un. Au 6e mois de Marie, son baptême a eu lieu dans l'église centenaire de la ville. À la surprise de tous, Paul, confirmé comme père biologique par le test ADN officiel, a demandé Hélène en mariage pendant la cérémonie. Ce fut un moment de bonheur véritable, au milieu de tant de turbulences. Antoine m'a pris la main pendant la cérémonie, son contact ferme et réconfortant. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, basé non pas sur des passions dévorantes, mais sur le respect mutuel et la vérité. C'était différent de tout ce que j'avais jamais connu. C'était réel. C'est après le baptême, pendant la petite réception chez les parents d'Hélène, que Madame Inès, la même dame qui m'avait accueillie dans sa chambre d'hôte lorsque j'avais découvert la trahison, s'est approchée avec une enveloppe jaunie à la main. « Votre mère m'a laissé ça avant de mourir », a-t-elle dit en me tendant l'enveloppe. Elle m'a demandé de ne vous la remettre que lorsque ce serait nécessaire. Je crois que c'est le moment. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai trouvé de vieux papiers et une lettre écrite par ma mère. Les mots, écrits de sa calligraphie, ferme et élégante, ont révélé une vérité qui a de nouveau bouleversé mon monde. Ma chère Sophie, si tu lis ceci, c'est que le moment de la vérité est arrivé. Ton père ne nous a pas abandonnés pour fonder une autre famille. Il avait déjà une autre famille quand nous nous sommes rencontrés. Thérèse, la mère d'Hélène, était sa femme. Pendant un temps, il a vécu entre 2 maisons, 2 femmes, 2 ensembles de filles. Quand je l'ai découvert, j'étais déjà enceinte de Julie.
Il est parti définitivement quand j'ai exigé qu'il choisisse. Il a choisi sa famille légitime. Je ne t'ai jamais dit la vérité parce que je ne voulais pas que toi et Hélène souffriez. Vous avez construit une si belle amitié, indépendamment des erreurs de vos parents. Pardonne-moi de t'avoir caché. Ça. Et pardonne ton père si tu le peux. Nous, les adultes, commettons des erreurs terribles au nom de l'amour. Avec tout mon amour, ta mère. Hélène et moi étions demi-sœurs. La compatibilité sanguine avec Marie prenait soudainement tout son sens. Nous étions de la même famille, liés par le sang du même homme qui avait blessé nos mères. Je n'ai pas montré la lettre à Hélène ce jour-là. J'avais besoin de digérer cette information d'abord. Mais à l'anniversaire d'1 an du scandale initial, j'ai décidé qu'il était temps pour la vérité. J'ai retrouvé Hélène chez elle, Marie dormant paisiblement dans son berceau. Paul était sorti acheter des couches. « Il faut qu'on parle », ai-je dit en lui tendant la lettre de ma mère. J'ai vu ses yeux s'écarquiller pendant qu'elle lisait, les larmes commençant à couler librement. « Alors, nous sommes sœurs ?» a-t-elle murmuré en me regardant comme si elle me voyait pour la première fois. Ça explique pourquoi je me suis toujours sentie si connectée à toi et en même temps si jalouse. « Demi-sœur », ai-je corrigé, digérant encore tout. « Cela, ça n'efface pas ce que tu as fait, Hélène. »« Je sais », a-t-elle répondu en baissant les yeux. « Rien n'efface. Mais peut-être que ça explique cette obsession maladive que j'ai toujours eue pour ta vie. J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose, comme si tu avais la partie qui me manquait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé en regardant Marie, ma nièce de sang. « Test ADN officiel ?» a-t-elle répondu promptement. « Il faut en être sûr. » Le test a confirmé ce que nous savions déjà au fond de nos cœurs. Hélène et moi partagions 25% de notre ADN. Exactement ce qui était attendu pour des demi-sœurs. La révélation a bouleversé nos familles. Madame Thérèse, la mère d'Hélène, a finalement admis qu'elle avait toujours su pour l'autre, famille de son mari. Ma sœur Julie a été choquée de découvrir qu'elle avait une autre demi-sœur. Ce furent des mois d'adaptation, de redécouverte de qui nous étions réellement. Nous nous rencontrions chaque semaine, non plus comme des amies traîtresses, mais comme des étrangères liées par le sang, essayant de construire un nouveau type de relation. Lors de la traditionnelle fête de la Saint-Jean, 18 mois, après le début de toute la saga, Paul nous a réunis, moi, Hélène, Antoine et quelques proches, pour une révélation finale que personne n'aurait pu prévoir. Avant de partir à l'étranger, j'ai découvert quelque chose sur ma famille, a-t-il commencé en tenant Marie dans ses bras. Mon oncle, le frère de ma mère, avait une autre famille dans une ville voisine, une famille avec laquelle il gardait un contact sporadique, mais qu'il n'a jamais assumé publiquement. J'ai regardé Hélène, qui semblait aussi confuse que moi. Cet oncle, a-t-il continué, s'appelait Charles Garnier. Le nom m'a frappé, comme un éclair. Charles était le prénom de mon père, de notre père. Ça voudrait dire que Hélène a commencé, mais n'a pas pu terminer. Que nous sommes cousins, a complété Paul. Moi, vous deux, et par extension Marie, tous faisant partie d'un même enchevêtrement familial, unis par un homme qui a vécu plusieurs vies. Le silence qui a suivi était assourdissant. Et puis, inopinément, j'ai commencé à rire. Un rire qui a commencé doucement et qui a grossi, jusqu'à ce que je ne puisse plus le contenir. Hélène m'a regardée comme si j'étais devenue folle, mais elle s'est vite jointe à moi. Nous avons ri aux larmes, jusqu'à ce que nos ventres nous fassent mal, jusqu'à ce que Paul et Antoine nous regardent avec inquiétude. « Ça va ?» a demandé Antoine en posant sa main sur mon épaule. « Oui », ai-je répondu en essuyant mes larmes, de rire. C'est juste que la vie est vraiment la meilleure des conteuses d'histoires, n'est-ce pas? Personne ne croirait ça si c'était un feuilleton. 1 mois plus tard, j'ai organisé un déjeuner dominical dans la maison que je partageais, maintenant avec Antoine. J'ai invité Hélène et Paul avec Marie, ma sœur Julie, qui avait finalement fait la paix avec Hélène, Madame Thérèse et quelques amis proches qui étaient restés à mes côtés pendant toute la tourmente. À la table bien garnie, typique, des familles de la région, avec du poulet en sauce, de la purée de haricots, du chou sauté et ce riz parfumé que seules les mains de la région savent faire, j'ai levé mon verre pour un toast. À la famille, ai-je dit simplement. Pas celle que nous choisissons, ou celle qui nous a été donnée par le sang, mais celle que nous construisons chaque jour avec le pardon, la compréhension, et surtout, la vérité.
Hélène a levé son verre aussi, ses yeux croisant les miens au-dessus de la table. « À la vérité », a-t-elle répondu. « Aussi douloureuse soit-elle, elle nous libère toujours. Nous n'avons pas effacé le passé. Les cicatrices restent, témoins silencieux du chemin que nous avons parcouru. Mais nous avons appris à porter nos histoires avec plus de légèreté, comprenant que les erreurs, les nôtres et celles des autres, ne sont que des chapitres d'un récit beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, quand je vois Marie courir dans le jardin, avec sa petite robe à fleurs et ses tresses qui me rappellent tant celles que Hélène et moi portions dans notre enfance, je ressens une paix que je n'aurais jamais imaginé possible d'atteindre. Ce n'est pas une fin heureuse de conte de fées. C'est mieux que ça. C'est réel, avec toutes ses imperfections et ses beautés inattendues. Et si on me demande si j'ai pardonné à Hélène, à Marc, à mon père, ou même à la vie pour ses rebondissements cruels, je dirais seulement ceci. J'ai appris que le pardon n'est pas un cadeau que nous faisons aux autres, mais à nous-mêmes. C'est la permission de continuer, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui a été détruit. Et quant à moi, Sophie Dubois, décoratrice d'intérieur et spécialiste de la reconstruction d'espace, j'apprends à redécorer ma propre vie, un jour à la fois, avec des couleurs plus authentiques et des fondations plus solides que je n'aurais jamais cru possible. Les matins commencent désormais avec le chant des oiseaux dans le jardin de la maison que je partage avec Antoine, une ancienne bâtisse en pierre que nous restaurons ensemble, brique par brique, souvenir par souvenir. Dans l'atelier que j'ai installé au fond de la propriété, je crée de nouveaux projets, avec la liberté de quelqu'un qui n'a plus peur de prendre des risques dans des combinaisons inattendues. Mes clients disent que mon travail a gagné une profondeur différente, une authenticité qui n'existait pas auparavant. Peut-être ont-ils raison. Après tout, seul celui qui a été brisé et s'est reconstruit connaît vraiment la valeur de chaque pièce à la bonne place. Parfois, quand le crépuscule peint le ciel d'orange et de violet, je m'assois sur la véranda avec une tasse de café et je pense à la façon dont la vie prend des tournants curieux. Comment ce qui semblait être la fin s'est révélé n'être qu'un virage sur le chemin. Comment la douleur, que je pensais me détruire, a fini par être le ciseau qui a sculpté une version plus forte et plus vraie de moi-même. Et si on me demande si je suis heureuse, je répondrai que j'ai appris à ne pas chercher le bonheur, comme un état permanent, mais à le reconnaître dans les petits moments, dans le sourire de Marie quand elle m'appelle, tante Sophie, dans le toucher d'Antoine dans mes cheveux quand il pense que je dors, dans l'arôme du café frais les dimanches, matin, et même dans les conversations maladroites mais honnêtes que j'ai maintenant avec Hélène. Parce que la vie, ma chère, ce n'est pas d'avoir une fin heureuse, c'est de créer une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Et la mienne, avec tous ces rebondissements inattendus, ne fait que commencer. Et ça, rien que ça, c'est déjà une belle victoire.